Bienvenue à notre rencontre en ligne, invitée par la Coalition canadienne sur les politiques sur les drogues. Alors, je veux vous rappeler, toutes les personnes qui ont créé les premières lois coloniales concernant la consommation des substances ont fait ça uniquement pour contrôler les personnes autochtones et racialisées. Et les temps qui continuent à la violence, c'est vraiment l'enforcement de ces différentes politiques sur les drogues. Ça affecte plus les personnes autochtones et racialisées. Alors, ça nous encourage encore plus de travailler sur la santé publique, autonomie corporelle. Tous ces enjeux vont créer des communautés plus sécuritaires pour nous toutes et tous. Moi, je m'appelle Jessica Hannon. Je suis la directrice de communication au CCPD et je vais être votre guide ou animatrice pour l'événement. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps et beaucoup de sujets à découvrir. Alors, j'aimerais juste vous donner quelques éléments. Si vous êtes une personne des médias, bienvenue, merci d'être ici. Est-ce que vous pouvez dire d'où quel média vous venez dans votre nom? Sur Zoom, on veut prioriser les questions médiatiques aujourd'hui. Nous avons avoir des questions les dernières quinzaine de minutes de cet événement. Alors, s'il vous plaît, pour poser des questions, utilisez la section Q&A, questions et réponses, dans votre écran. Alors, dans les prochaines vingtaines de minutes, on va entendre des différents membres de notre coalition qui vont parler. C'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'acte? C'est quoi les interventions? C'est quoi les débats qui vont être contestés dans la cour? Et je vais commencer avec DJ Larkin, qui est la directrice exécutive de la Coalition canadienne sur les politiques de drogue. Bon matin tout le monde et bienvenue. Je vais faire un survol. C'est quoi le cours? Alors, la semaine prochaine, au cours supérieur d'Ontario, on va être demandé si les restrictions radicales imposées par l'Ontario sur les sites de consommation supervisés sont une violation de nos droits garantis par la Charte. Cette décision est en raison dans la Cour. On a des implications pour plusieurs personnes à travers l'Ontario. Ça va vraiment faire mal à plus. Et c'est aussi un enjeu important, comment on fait les politiques publiques sur la santé et comment c'est défendu. Est-ce qu'on va être capable de mettre fin à cette urgence de santé publique à travers des années ou on va suivre des affaires de stigmatisation qui va y avoir d'autres personnes qui vont se faire mal, mourir, décéder à cause de ces changements? Alors, tout d'abord, on va mettre en contexte. En décembre, le gouvernement de l'Ontario a adopté une loi qui pour réduire considérablement la prestation des services de réduction de méfaits à travers la province. C'est entitré, drôlement, la loi sur les soins et le réétablissement en milieu communautaire. Ça, c'est les sites de consommation supervisés. Ils ont vraiment interdit les municipalités et le conseil d'appliquer pour des subventions pour empêcher et établir n'importe quel soutien et site de consommation et demander des sous pour aider aussi pour financer par le gouvernement fédéral et l'approbation du ministère de Santé. Alors, en conséquence, il y a 10 sites de consommation supervisés à travers l'Ontario qui étaient fermés depuis le 1er avril 2025. Alors, pourquoi? Nous sommes nombreux experts qui s'accordent que ça va mettre les gens à risque de l'empoisonnement mortel et lésions préjudicielles réduisant la sécurité dans la communauté et augmenter la stigmatisation des personnes qui consomment des drogues. Ça va éliminer ces services, ils ont une preuve et ça va aggraver le contexte de santé. Alors, avec les personnes qui accèdent les sites de consommation sécurisés ont déposé un recours en cours fondé sur la charte. Alors, il y a article 7, c'est le droit de la vie, liberté et sécurité de la personne, d'une raison qu'il y a une restriction à l'accès aux services qui sauvent les vies et réduisent la transmission des maladies infectieuses. Et aussi 12, article 12, le soumis que les parce qu'il y a un manque de traitement
pour les personnes qui utilisent les substances psychoactives. Ils vont dire que c'est à l'extérieur de la juridiction d'Ontario parce que ça touche les lois fédérales. Alors, ici, on a le CCPD, on a Toronto Harm Reduction Alliance, Toronto Overdose Prevention Society et Waterloo Reaction Drug Team qui vont intervenir devant la Cour supérieure de justice d'Ontario pour plaider en faveur d'une solution fondée sur les principes de santé publique qui respectent les personnes, qui leurs droits qui sont écrits dans la charte et essaient d'arrêter la stigmatisation supplémentaire de ces personnes qui consomment les drogues. Tant que personne intervenante, notre rôle est d'offrir à la Cour une perspective supplémentaire basée sur notre expérience et expertise. Nous proposons dans un cadre de santé publique d'une analyse dans le cours. Quatre principes clés, c'est prévention euh, des torts ou prévention des méfaits. On va besoin de clarité, de certitude, que les politiques soient fondées dans les preuves et non pas la stigmatisation. Et ils ont aussi besoin de s'aligner dans les objectifs de santé publique et la sécurité publique. Ces lignes directeurs offrent une méthode structurée permettant aux tribunaux d'évaluer la validité des arguments qui se sont présentés, d'identifier les stigmatisations des personnes qui consomment les drogues et assurer que ces stigmatisations et préjugés ne sont pas renforcés dans l'évaluation de la demande devant les tribunaux. Alors, on va regarder de voir en profondeur qu'est-ce que ça veut dire en pratique. Merci, DJ. Maintenant, j'aimerais inviter Colin Johnson, qui est un des personnes directeurs de Toronto Harm Reduction Alliance. Alors, bonjour tout le monde, bon matin. Merci, ça fait du bien de vous voir à notre alliance. C'est une coalition des personnes qui consomment des drogues. Les travailleurs, les travailleuses de première ligne, les chercheurs, les étudiants, les alliés, des personnes qui travaillent dans cette milieu de santé, qui travaillent pour améliorer les vies des personnes qui consomment les drogues, pour faire l'élimination de stigmatisation qui entoure la consommation des drogues. Et on travaille sur les sites de consommation superviser pour sauver les vies, prévenir les dommages. Et le principe de santé publique, on va essayer de garder nous en sécurité, être là pour sauver des vies et éviter l'exclusion sociale et surveillance criminelle. Nous connaissons ça de l'épidémie de SIDA. Ça, c'est une époque qui a tué tellement de jeunes hommes gays dans les années 80 et tous ces actes de gouvernement à l'égard des communautés LGBTQ, c'est les communautés queer à essayer de se garder en sécurité, de faire l'éducation sexuelle plus sécuritaire, donner des capotes gratuits et tous les différents matériels de consommation plus sécuritaires. Il fallait que nous, on regarde plus à l'intérieur de nous-mêmes pour notre propre survie et la survie de nos proches. Et maintenant, on vit une épidémie de l'approvisionnement de drogues toxiques face au nombre croissant des surdoses et décédés de l'approvisionnement des drogues contaminées. On voit que le Canada, on avait nos premières sites de consommation supervisés et non sanctionnés, puis celles qui étaient légalisées. Alors, la première était Insight à Vancouver en 2003. Ensuite, les sites de consommation supervisés ont reçu une exemption. Et en 2017, l'escalade des décès sur les surdoses de fentanyl, les personnes consommateurs des drogues sont ouverts à Moss Park à Toronto. C'est grâce à ce travail des personnes qui consomment les drogues qui ont été ouverts d'avoir plus de sites de consommation supervisés que maintenant ils sont en train de fermer. La décision faite par le gouvernement d'Ontario pour fermer ces sites va mener à une augmentation des surdoses et les décès à travers la province. Malheureusement, à Toronto, 90% des personnes qui utilisent ces sites sont toujours les personnes qui sont sans logement stable ou sécurité ou sont en situation d'itinérance. Ça veut enlever ces services des communautés marginalisées va leur nuire. C'est en l'absence de ces sites, on va utiliser des sites publics, les
les ruelles, les toilettes publiques, dans les bibliothèques, dans les centres communautaires. Et ces endroits ne sont pas les lieux hygiéniques et ils vont vraiment augmenter les risques bactériens des abcès et des différentes infections. C'est essentiel de savoir que d- un- dès qu'une personne arrête à respirer, après 4 minutes, il y a les troubles terribles qui arrivent et la mort vient vraiment rapidement. C'est l'absence de l'intervention rapide causera certainement de ces dommages. Mais avec les conditions, quand on n'a pas de sites de consommation suffisants, ces personnes vont aussi pas avoir de soutien pour chercher un logement stable, le santé, autres services. Ces sites de consommation supervisée offrent une multitude d'avantages aux personnes qui consomment les drogues dans l'ensemble de notre communauté. Et dès qu'ils sont fermés, ça va créer plein de temps dans nos communautés marginalisées. Merci, Colin. Merci. J'aimerais passer la parole à Zoe Dodd qui travaille à Toronto Overdose Prevention Society. Merci Colin, merci tout le monde d'être ici avec moi. Je sais que c'est quand même un sujet très difficile pour plusieurs d'entre nous. Moi, je m'appelle Zoe Dodd, je suis une personne chronatrice Toronto Overdose Prevention Society. Nous sommes un groupe de personnes qui consomment les drogues, des chercheurs, des fournisseurs de santé, des défenseurs de droits, les amis et des alliés. On a été fondé en 2014 pour essayer de vraiment adresser l'approvisionnement des drogues toxiques et cette crise. On a pu démontrer comment c'est facile de créer un site de consommation supervisé ou site de prévention de surdose et le faire sur le travail de terrain parce que nous croyons ce sont des personnes qui connaissent intimement que c'est la perte de perdre nos personnes proches quand les décès sont évitables. Et nous savons que la réduction de ces sites de surdose et consommation supervisée vont créer plus de morts. Le Canada a vu plus que 58 000 surdoses en janvier 2017 et mai 2024. Cela fait 7 ans que le gouvernement Ford a pris fonction et pendant cette période, il a annulé le groupe de travail provincial sur les surdoses. Ça démontre clairement qu'il s'en fout de la vie des personnes qui arrêtent seulement. En 2016 et 2023, le nombre de décès liés aux opioïdes en Ontario a augmenté de 205%. Selon le rapport publié a démontré que le gouvernement Ford n'a pas mis en place un processus efficace pour régler cette crise. Il a été appuyé sur cette stratégie en 2016 qui était vraiment là pour les opioïdes sur ordonnance et pas offrir le soutien, l'approvisionnement de drogue non réglementée. Ce gouvernement n'a pas réfléchi et suggéré ces enjeux importants. Moi, je veux parler les décès, la mort. Ce gouvernement décide de pas en parler. Ils ont dit plusieurs fois depuis où qu'ils ne vont pas avoir les décès. Et ils pensent, essaient de dire que c'est pas une crise des morts à cause d'un approvisionnement toxique des drogues. Ils vont fermer les sites à Toronto et à plusieurs villes, notamment Hamilton, Kitchener, Guelph et Thunder Bay. Ils vont fermer 2 sites locaux extraordinaires à Timmins et Sudbury qui fonctionnaient très bien, sauvant les vies. Et ces 2 sites ont fermé l'année passée. En forçant ces sites à Thunder Bay à fermer, ça c'est le dernier site au nord du province où le taux de mortalité des surdés c'est 2 fois plus élevé que dans les régions du sud. Ça a augmenté encore plus et on voit le South Riverdale va fermer leurs portes demain. C'est un élément tragique sur la stigmatisation et discrimination. Ça fait plus que 10 ans que j'étais à une maison de funérailles avec plus que 200 personnes pour pleurer pour notre ami, une musicienne dans cette ville. Quand on était là aux maisons de funérailles, son père a raconté en détail comment il a trouvé son fils mort et comment il a essayé de ressusciter son corps sans vie.
savait que il consommait l'héroïne qui contenait le fentanyl, mais personne ne savait. Sa famille n'a pas eu seulement le traumatisme de lui mourir, perdre leur enfant, mais aussi de lui trouver mort. Il y a eu plus que 50 000 familles qui ont perdu un cher à cause d'un décès préventif. Le gouvernement prenait de l'avant les déclarations des personnes qui sont mal à l'aise de voir la souffrance d'autres personnes. Oui, c'est vrai, c'est pas facile de voir la souffrance liée à la gentrification, les situations de sans-abri, la pauvreté extrême et les personnes qui essaient de gérer leur traumatisme. Mais c'est encore beaucoup plus difficile de vraiment le vivre et pas juste le témoigner. Il faut regarder le problème. Le site de consommation supervisée, ça va pas arrêter la pauvreté, arrêter les situations de sans-abri. Ça va juste aider quand um, il y a un besoin, il y a un taux de surdose. Ces sites souvent vont aider les personnes à faire une meilleure connexion au système de santé, trouver les soutiens. Et les études démontrent clairement que il y a une réduction significative des nombres de décès par surdose et ont effectué plus que presque 50 000 orientations à sauver de nombreuses vies. Il y a des personnes qui luttent contre la pauvreté, le racisme, la transphobie, les situations d'itinérance. C'est les survivantes des les pensionnats autochtones, le RAF des années 70, les survivantes des personnes qui ont vécu la violence basée sur le genre, la violence sexuelle, etc. C'est des personnes qui méritent la vie. C'est les personnes qui méritent d'être soignées, méritent de continuer d'accéder leurs services, comme les sites de consommation supervisée, parce que ces sites peuvent garder cette personne en vie et c'est aussi des lieux où ces personnes peuvent trouver les soins et leur communauté. J'ai eu l'honneur d'observer une femme qui a eu recours du site de consommation supervisée à Toronto, qui a vraiment leur soutenir pour retrouver leurs enfants et changer leur vie. Deux femmes que je connais sont en train d'obtenir leur diplôme collégial. Et puis, il y a quelques années, elle était là et utilisait ces sites juste pour leur survie. Elles sont là, elle est là, les mères de leurs enfants avec leurs enfants et ils sont encore ici en vie et elles ont eu la chance de faire ça parce que ces sites existaient pour leur faire la connexion au service pour trouver une certaine stabilité dans leur vie. Je pense à un de mes meilleurs amis qui a aidé à élever sa nièce après son frère est mort après un surdose accidentel. Je pense à ma collègue qui élève les enfants de son frère et ses sœurs. Je pense à comment les pertes entraînent plus de pertes et la mort entraîne plus de mort et que cette prévention des décès, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire. La vie des personnes qui consomment et utilisent leur vie ne sont pas jetables. Ces personnes ont droit d'être soignées et méritent d'avoir accès aux services pour sauver la vie. Cette loi va tuer les gens et le gouvernement le sait. Merci. Merci, Zoé. Je vais juste prendre un, un instant et surtout vous, Zoé, de juste voir tous ces belles cœurs sur l'écran et voir les commentaires de soutien dans le clavardage. Je- J'apprécie vous énormément et le fait que tu as pu prendre ça euh, la gravité de la situation et comment c'est tellement important. On a perdu trop de personnes. Il y a tellement de personnes qu'on aime, qui ont décidé qu'on a perdu à cause des échecs ou l'inaction de niveau de différents gouvernements. Et merci tout le monde ici qui partage le soutien à Zoé en ce moment. On va prendre une respiration. Et puis, j'aimerais inviter Michael Parkinson de la zone de Waterloo, l'action sur les drogues, ou Drug Action Team. Alors, merci à vous qui êtes parlé avant moi et toutes ces personnes à travers le Ontario qui continuent à plaidoyer pour ces services en face le complètement manque d'action des différents niveaux de gouvernement à tous les niveaux. Ça fait 12 ans en mois de juin que j'ai écrit
un peu quand le fentanyl était dans l'approvisionnement de Canada et j'ai commencé à créer. Alors moi, je suis dans l'équipe de Kitchener. On est sous-financé et par contre, on est honnête. On est là pour travailler, pour améliorer la santé et sécurité des personnes. Et quand on voit les crimes et la victimisation, il parlait de ça comme enjeu, mais il veut juste faire la promotion de peur, stéréotypes et diviser les communautés et vraiment faire du mal aux santé communautaire et sécurité communautaire et pas la bien-être. Nous connaissons que les personnes sont mieux avec notre site consommation supervisée, c'est mieux. Oui, c'est proche de la ville centrale, des enfants, les écoles, mais nous ne croyons pas à ce langage utilisé par le gouvernement de enlever le SCS ou d'autres places pour faire l'analyse des drogues. C'est, ça va pas, ce changement de loi va pas nous aider, même si on consomme les drogues ou non, même si on aime ça, la charte des droits et libertés canadiennes. Mais quand nos élus vont pas le suivre, le ministre de Santé dit que les personnes vont pas mourir, ils vont avoir accès aux services. Nous savons que ça c'est faux. Nous savons que les personnes vont décider. Pendant la pandémie, un service de consommation était permis à un centre d'hébergement, inhalation et injection. Personne est mort pendant que c'était là. Quand, après qu'il s'est fermé, il y a 3 résidents qui se sont décédés avant Noël même. Le ministre était clair que la citation, c'est il va plus avoir des sites d'injection supervisés à Ontario sous notre contrôle gouvernemental. Alors, l'équipe c'est avant qu'ils ont écrit le CCRA, la loi sur les soins et rétablissement en milieu communautaire, nous savons que les impacts vont pas être distribués également à travers notre communauté. Nous trouvons ça terrible, comment le dégoût par les élus provinciaux qui ne veulent pas nous garder en sécurité. Il disait que c'est le pire affaire qui peut arriver à notre communauté d'avoir cette consommation supervisée. Et non, c'est pas l'expérience sur le terrain à Kitchener ou ailleurs. Il y a, et les enjeux de décès et crimes, etc., sont descendus autour des zones des sites consommation supervisée et d'autres services que nous offrent. Alors, si on parle des voisinages, si c'est les écoles, si c'est des différentes zones, alors même on regarde les différentes clientèles à travers les services, qui donnent les services à travers beaucoup de personnes qui consomment les drogues non réglementées à travers la zone. Et on vu comment toute la sagesse de notre communauté était tellement pas vue par le gouvernement. Et ça, c'est une vraie menace par le gouvernement. Le, le gouvernement veut utiliser le témoignage des Américains et des investigations vraiment tant, même si nous avons démontré toute la preuve créée de l'Ontario qui démontre la sagesse et comment ça fonctionne. Ils vont fermer les sites, peu importe si ça reste dans les zones tampons ou non. Et ça va vraiment créer une urgence de santé publique sans précédent. J'espère que la justice va gagner. Merci, Michael. Finalement, j'aimerais retourner la parole à DJ pour terminer et parler d'un dernier élément de cette intervention. Intervention, désolé que vous êtes obligé à m'écouter 2 fois. J'aimerais juste faire la conclusion. Pourquoi cette approche, c'est important. Vous avez entendu comment les communautés ont trouvé des solutions à travers des décennies pour sauver leur communauté et que la stigmatisation est terrible et les données même de la gouvernement démontrent que le monde va
faire mal. Cette approche est vraiment fondée sur la santé publique et essentielle de sortir de cette crise nationale de santé depuis des années et qui coûte la vie de centaines de milliers de personnes à travers le pays et il y a des répercussions sur leur bien-être. Dans le cadre de santé publique, on amène devant les tribunaux qui consiste essentiellement d'évaluer cette loi que le gouvernement dit que c'est pour la sécurité publique. Mais nous avons besoin de regarder cette loi. Est-ce que vraiment ça va nuire à la santé et sécurité publique? Alors, si l'application de cette loi aggrave les risques, de sécurité publique pour lequel elle a été créée, ou ça cause un préjugé au service de santé publique, cette loi n'est pas justifiable. Alors, si cette loi était existée pour les soins, pour les sites de consommation et la consommation autour, ça va fermer ces sites. Alors, les chances pour consommer à l'intérieur, ça va augmenter la consommation des drogues à l'extérieur des sites. Nous savons que le manque d'accès aux services de réduction de risque et du site de consommation supervisée va traduire de la détériorisation de l'état de santé. On va voir des enjeux d'augmentation des décès, lésions cérébrales et transmission de VIH et hépatite C. Alors, ça ne va pas créer les conditions pour une santé publique suffisamment pour nos communautés. On ne peut pas justifier cette loi. Aussi, la santé publique et la sécurité publique vont ensemble et nous devons comprendre dans les défaillances systémiques plus larges. Plusieurs faits que la province prétend, c'est un résultat de l'existence des sites de consommation supervisés. Par contre, non, c'est vraiment les résultats des échecs gouvernementaux. Alors, c'est le fait que les personnes trouvent dans les espaces publics qu'ils sont sous les sédatifs ou ils inhalent les drogues dehors, des sites, ça c'est des résultats prévisibles, l'incapacité d'investir dans les solutions de logement, euh, incapacité de trouver des sites, de ressources et des services, à fournir des différents services. Et souvent, les personnes, même les traitements, pour les traitements, et le monde attend plus qu'un an. Alors, c'est de permettre un gouvernement qui punit les différentes personnes pour leur propre échec, ça met du mal par-dessus du mal. Et les communautés n'ont pas besoin. Une véritable sécurité publique inclut une présence positive sur les choses qui nous gardent en sécurité. Alors, ça, c'est accès aux soins de santé, lien avec nos chers, une communauté, accès un abri, des installations d'hygiène, des centres pour se rassembler. Tout ça pourrait être fourni, investi dans les services et ça y compris les sites de consommation supervisés. Ces sites sont vraiment, peuvent être le pont entre les échecs systématiques de nos gouvernements pour répondre de manière inadéquate aux besoins élémentaires et primaires de nos habitants. Alors, on voit cette crise de logement, une crise d'approvisionnement de drogues toxiques. Ça ne devrait pas créer une fermeture des services, ça devrait augmenter ces services. Alors, cette coalition espère que le tribunal va reconnaître les avantages des mesures de santé publique et l'importance de fonder la législation sur les preuves et non pas la peur. Cette reconnaissance et surtout important en ce moment parce que certains politiciens veulent insister sur une intervention plus de criminalisation et en utilisant le droit pénal, un manque d'information et utiliser des différentes approches politiques qu'on voit, il n'y a aucune preuve que ça fonctionne sur avec une perspective de santé publique ou sécurité publique. Alors, on veut sauver les vies et garder les personnes en vie. Merci, DJ. Alors maintenant, on a une période de questions rapidement. On va donner une priorité à nos questions par les médias ici. Alors, vous pouvez utiliser en bas de votre écran dans c'est Q&A, alors questions-réponses. Et vous pouvez écrire et voter pour les différentes questions. Alors, je veux juste nommer qu'il y a plus que 300 personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui à midi
sur un jeudi, juste avec un avis pour depuis quelques journées. Ça fait du bien de vous voir et j'apprécie énormément la présence de tout le monde qui est avec nous. Je vais peut-être commencer rapidement avec une question de procès. Quand est-ce que vous attendez d'entendre la décision pour ce procès? Parce que le tribunal, c'est le 24 et 25 mars, la semaine prochaine. Alors, peut-être c'est une question pour DJ. Quand est-ce qu'on attend d'avoir les réponses? Alors, évidemment, le cours va prendre, c'est des milliers de pages de preuves et 2 journées d'argumentation. Alors, il demande une injonction. Alors, on veut que un tribunal va nommer quelque chose pour faire une injonction par intérim pour que arrêter la loi pour qu'on n'a pas les fermetures pour le 1er avril, pour donner plus de temps au cours de prendre une décision finale. Alors, on espère d'avoir cette injonction qui pourrait mettre en pause cette loi et puis peut-être plusieurs mois plus tard, de voir si cette loi peut exister ou non, ou si c'est vraiment contre les droits constitutionnels et ils vont peut pas le mettre en place. J'ai une question. C'est John de CBC. La coalition a dit que sa première principe de contester, c'est la réduction de méfaits, mais l'approche du gouvernement, c'est vraiment basé sur l'abstinence. Et Doug Ford a dit, on peut pas donner les drogues aux gens et s'entendre que tout va s'arranger. Alors, selon vous, qu'est-ce que Doug Ford comprend de ce problème avec la drogue? C'est quoi sa compréhension? Alors, je vais passer à vous, hein, qu'est-ce que le gouvernement d'Ontario comprend sur le site de consommation, sur les enjeux de consommation en Ontario. Alors oui, alors, c'est vraiment l'abstinence, ça fait partie de réduction de méfaits et nos principes. C'est pas un contre l'autre, c'est pas en l'opposition. Souvent, beaucoup de personnes, l'abstinence, c'est la seule manière de faire la réduction de méfaits. Mais réduction de méfaits, c'est une série de méthodologies et actions. Ça pourrait être des traitements, aller à des rencontres. Ça pourrait inclure de prendre des différentes prescriptions. Il y a tellement différents types. Juste les bases d'avoir l'approvisionnement plus sécuritaire, avoir des éléments nécessaires à consommer qui sont hygiéniques. Alors, juste pour expliquer de l'épidémie de sida, et qu'est-ce qu'on avait maintenant? L'approvisionnement fait partie de réduction de méfaits. Et parce que l'approvisionnement des drogues change tellement et on a besoin de prendre ça en considération. Le gouvernement, leur compréhension de réduction de méfaits, c'est tort, c'est pas bon et c'est pas à jour. Et je vais juste dire clairement que oui, l'abstinence, je voulais faire clairement l'annonce que le gouvernement a fait cette annonce, la journée, ils ont décidé de augmenter l'accès dans l'alcool dans les petits comme dépanneurs ou des petits magasins. Non, on parle de l'alcool, c'est une drogue, c'est accessible, c'est réglementé et ça veut dire que les personnes, parce que c'est contrôlé, les personnes vont pas mourir quand l'alcool est toxique. Et maintenant, les drogues toxiques changent. On avait fentanyl, on a xylazine. Il y a des enjeux cardiaques quand on va les surdoses. Alors, parce que c'est pas contrôler. Le gouvernement a décidé de laisser les personnes mourir parce qu'ils croient dans ces idées génocidaires, suprémistes. Et ça leur dérange pas de voir les personnes mourir. Et parce que la manière de traiter a pas fait d'expansion pour réellement
appuyer les personnes. Ça a créé ce chemin pour le bien-être en 2020, mais il n'y a rien de coordination, il n'y a pas des échelles, il n'y a pas des mesures de mesurer les succès. Quand on parle des services de sevrage, c'est des arrière-plans. C'est les personnes qui ont leur sevrage de ces drogues qui sont tellement toxiques. On parle pas juste Aerodone, l'héroïne et oxycodone qui va vers le méthadone. Non, ça, c'est les personnes qui ont une dépendance en nalgène et d'autres choses très complexes. Et les personnes qui ont essayé l'approvisionnement plus sécuritaire, et ça, c'est leur garder en vie et ça va fermer à la fin du mois. Ça, c'est une situation chaotique. Et que quand vous n'avez pas les personnes autour de la table qui vont discuter tous ces éléments de ce système, on ne peut pas utiliser les rapports et comme tout on a ces rapports qui continuent à sortir. On peut démontrer que la réduction de méfaits, c'est pas le problème. C'est les personnes qui vont pas faire de l'argent de cet système. C'est pas les personnes qui ont un modèle d'affaires, qui font le traitement des drogues, qui est le service privatisé à ce pays. On est là, on veut prendre soin, on veut vraiment suivre les affaires qui marchent, on veut que les personnes restent en vie et en sécurité. On peut rien faire sur ce problème de drogue toxique parce que ça, c'est à cause des lois sur la prohibition. Alors, le gouvernement, ce qu'il dit, il ne prend pas ça au sérieux du tout. Quand ils ont pris au pouvoir, ils ont juste arrêté un des travaux sur les surdoses à travers la province. Ils ont arrêté les rencontres à travers la province avec les différents médecins, les pharmaciens, les spécialistes. Ils étaient là pour discuter. Ils ont tout de suite coupé parce qu'ils sont pas sérieux sur ces enjeux. Ils continuent à l'être depuis qu'ils ont rentré au pouvoir. Merci, Zoé. Moi, je vois une question de Sarah, c'est Radio-Can au CBC Toronto. Sarah dit, est-ce qu'on peut aller en détail? Alors, le cadre de consommation sécuritaire en public. Parce que, en disant que la violation des différents secteurs de la charte canadienne. Alors, je ne sais pas, DJ, si vous pouvez répondre avec ton cerveau avocat. Alors, comme une personne qui fait l'intervention, on ne peut pas dire qu'on appuie un côté ou l'autre côté. Nous voulons dire que ça, c'est la preuve que nous avons et comment on devrait interpréter la loi. On est là pour suivre la preuve et les données. Alors, donner cette santé publique, un cadre pour santé publique, ça nous démontre au tribunal de dire comme, OK, il y a certaines craintes pour ces enjeux. Et puis, on vous démontre, il y a de la preuve très forte, c'est quoi les bénéfices de ces sites comparé à les personnes qui portent plainte contre ces sites. Alors, c'est vraiment la santé publique est supposée d'aller dans c'est quoi la tort qui est plus sérieux? Est-ce que c'est parce que les personnes sont en train de décéder? C'est parce que le tort qui se fait, on ne peut pas laisser le gouvernement aller l'avant et après tous ces échecs parce qu'ils ne donnent pas les différentes ressources données. Alors, on veut que le tribunal, a une ligne directrice pour les aider qui évalue réellement c'est quoi le temps, le mal le plus important qu'on a besoin de prévenir. Comment on peut assurer qu'on trompe pas dans les trous stigmatisation ou des préjugés et que le gouvernement peut pas créer une loi qui cause du tort pour pas plus cacher les personnes qui survivent déjà les échecs du gouvernement à cause de santé publique, les enjeux de logement et leur dignité de base. Alors ça, c'est un peu les lignes directrices et de guide qu'on essaie de donner au tribunal. Merci, DJ. Peut-être c'est un nom pour toi. Ça vient de Dustin Godfrey. Dustin pose la question, est-ce que vous pouvez partager les différents éléments précédents que vous pouvez utiliser pour votre argumentation et avis d'analyse et comment ça peut appliquer? Et j'aimerais juste prendre en note pour les médias, si nous n'avons pas le temps de répondre à vos questions, on peut faire des entrevues après. Vous avez mes coordonnées pour faire un suivi. Alors, DJ, je vais faire ça rapidement. Ce que vous avez entendu de notre panel, ça c'est vraiment la racine de notre argument. Ce qu'on peut faire, on peut partager comment on a
expliquer les différents principes et c'est quoi la preuve et les données que nous avons. Alors peut-être on peut partager ça avec les personnes concernées après. Je vois de Toronto Star. David pose la question, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain, sur les drogues toxiques, les statistiques des décès, les différents enjeux? Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Alors peut-être Colin ou Michael peut répondre à cette question. Je veux rapidement dire, avant 2016, on n'avait jamais des milliers de décès en Ontario. Alors quand ils parlent de ces des chutes, on parle pas des pré-pandémie. Ils parlent, ça a descendu récemment. Il y a tellement de personnes qui sont décédées, ça continue. On n'a jamais descendu avant ces moments. Dans les dernières semaines, il y a plusieurs personnes que je connais qui ont décédé. Aussi, un collègue de travail qui a été trouvé chez lui. Quand on parle de ça, c'est des vraies personnes, c'est pas des chiffres, c'est pas des statistiques. Il y a des surdoses, c'est des décès. Et avec cette annonce, les personnes ont arrêté d'aller chez ces services. Et quand on parle de financement, le gouvernement a définancé dans le mois d'août. Ils ont arrêté le financement dans le mois d'août. Même avant la législation, cette loi est allée de l'avance. C'était pas un débat démocratique, il y avait juste 1 heure de débat, il n'y avait pas d'intervention publique, rien. Nous savons déjà les impacts. On déjà vu les cas de surdose et les personnes qui essaient de trouver des réponses. Et dès que ils ont fermé des sites dans ces mêmes zones, il faut plus d'intervention des santé d'urgence et les paramédics. Et nous savons que plus de lésions cérébrales sont des risques et puis les risques de décès. Et nous avons vu déjà pendant COVID, quand les sites se sont fermés, et on essaie de sauver les vies des personnes et on a vu les personnes mortes sur les trottoirs au début de COVID et avec l'enfermement. Alors, la réalité, c'est vrai, c'est pas juste des statistiques. Merci. Je suis vraiment désolée qu'on n'a pas pu passer à travers toutes vos questions, s'il vous plaît. Si vous êtes des personnes des médias, est-ce que vous pouvez tendre la main et communiquer avec nous et on peut répondre? Je veux faire un suivi parce que les personnes voulaient savoir comment ils pouvaient suivre le procès, voir s'il y a des actions à prendre pour soutenir les organismes qui sont ici et de soutenir les organismes qui offrent le soutien aux personnes qui utilisent les drogues à Toronto et à travers Ontario qui vont être directement affectées par tout ce qui se passe en ce moment. Alors, on a 300 personnes qui veulent savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ici en ce moment. Vous pouvez suivre Hack Toronto, Toronto Overdose Prevention Society. Vous pouvez suivre WR Action et l'Alliance Harm Reduction. Nous sommes toutes en ligne. Il y a certaines personnes qui sont encore sur X. Il y a les Instagram. Vous pouvez arriver vraiment un tribunal dans le cours pour juste montrer votre solidarité. On attend un lien web que vous pouvez écouter en Zoom. Si vous êtes une personne avec l'argent et vous pouvez faire des dons aux différents organismes, après l'injonction, ça nous aiderait parce que nous avons eu une fermeture des deux sites en 2018 et TNG qui mettent de l'avant. Il dépend sur les dons depuis 2018. Il continue. Alors, si vous avez l'argent, si vous avez accès à l'argent, on a besoin de votre argent. Malheureusement, nous l'avons besoin. Nous avons besoin de lutter pour tout notre financement. On a besoin d'être unis, s'unir en solidarité. On est épuisé, on est fatigué. Ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'on lutte, mais nous avons besoin de continuer de travailler en solidarité, de honorer les personnes que nous avons perdues. On a besoin de parler, lever nos voix. Si vous avez perdu quelqu'un, si vous voulez accéder au système, si vous avez perdu un membre de votre famille, un proche ami, on a besoin de lever nos voix et parler de ces enjeux. Et HIV AIDS Legal Network a donné des liens que vous pouvez voir un peu qu'est-ce que le gouvernement a décidé sur lequel parler. Ils n'ont jamais parlé ou nommé la preuve et les décès et comment ça devrait être leur responsabilité. Ils n'ont jamais
répondu à ça, c'est honteux. Merci Zoé. On a un enregistrement de cet événement pour tout le monde qui étaient là. On va garder peut-être des liens que vous pouvez apprendre encore plus et faire un suivi. Je, je pense. Malheureusement, je vais être obligée à clôturer. Je sais, il y a tellement plus d'éléments de conversation qu'on pourrait continuer, mais je veux juste vraiment dire comment j'apprécie énormément nos panélistes aujourd'hui. Merci pour votre partage. Merci pour tout votre travail. Comme Zoé a dit, je sais que beaucoup de personnes font ce travail depuis des années. Des années. On perdu trop de personnes aimées. Alors, on apprécie énormément que vous continuez de faire ce travail. Merci énormément d'être ici, tout le monde. S'il vous plaît, suivez les liens dans euh, vos qui arrive dans vos courriels. Partagez le plus que vous pouvez et suivez-nous la semaine prochaine, le 24 et 25 mars. Prenez soin de vous. Merci tout le monde.